Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être ici. Est-ce que vous savez dans quelle salle nous nous trouvons? Peiresc, ouais. Nous allons parler de cet homme qui est un lettré et savant du début du XVIIe, qui est une grande figure provençale qui mérite quelques minutes de notre temps. Donc c'est très bien si des gens connaissent et d'autres ne connaissent pas. On y va. Alors il s'appelle Nicolas Claude Fabri de Peiresc. Appelons-le Peiresc ou de Peiresc, ce sera plus simple. Quelques éléments de sa biographie. Il est né en 1580 à Belgantier dans le Var, où il a une rue à son nom, je suis allée vérifier, tout comme à Toulon. Et il est mort en 1637 à Aix-en-Provence, où il a siégé au Parlement pendant plus de 30 ans, mais où il n'a pas de rue à son nom, mais un buste en bronze, vous me direz, c'est déjà pas mal. Et puis finalement, il a cette grande salle à Carpentras, à son honneur. Voilà, la boucle est bouclée. Peiresc, c'est l'archétype du savant de l'époque moderne. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quelqu'un qui voyage selon sa curiosité du moment, en fonction des vestiges antiques qu'il veut voir et des paysages qu'il veut contempler. Il est en lien avec les plus grands esprits de son temps. On le sait grâce à la très riche correspondance qu'il nous a laissée, qui est en partie conservée ici. Donc ça fait partie des documents que vous pouvez demander à voir à Linguimbertine. Donc là, vous ne le voyez pas forcément, mais il y a une lettre à Malherbe, une autre à Rubens. Voilà. Donc moi, je vous propose là, durant quelques minutes, de vous présenter rapidement des éléments de la vie de ce personnage et peut-être vous donner envie d'aller consulter les collections conservées ici. Alors, un des éléments très importants pour comprendre cet homme et sa vie, c'est le voyage qu'il va faire très jeune, à 19 ans. Il part en voyage dans quelque chose qui évoque déjà le Grand Tour. Alors le Grand Tour sera plutôt au siècle suivant. Vous savez, c'est cette habitude qu'ont les jeunes de bonne famille de partir en Europe pour parfaire leur culture et leurs relations. Parce que même si au début du XVIIe, les livres imprimés circulent déjà, quand on veut s'adonner à une discipline, la meilleure manière, c'est de l'apprendre aux côtés des maîtres. Et en ce qui concerne les arts et les sciences, depuis la Renaissance, il n'y a pas photo. C'est en Italie qu'il faut aller, notamment à Rome, Florence ou Padoue, où donc se rend de Peiresc entre 1605 et 1609. Et il fait la rencontre d'un certain Galilée, que vous avez peut-être reconnu ici, à droite. Ensemble, ils vont devenir amis. Et Peiresc va pratiquer l'astronomie aux côtés de Galilée. Et ils vont faire des découvertes absolument capitales que je vais vous présenter. Mais avant de vous les présenter, je pense qu'il faut faire un très très bref rappel de ce qu'est l'astronomie au début du XVIIe. Alors à cette époque, on ne pense pas que la Terre est plate comme certains internautes imbéciles d'aujourd'hui, mais que la Terre est au centre de l'univers. C'est le système géocentrique qui est adopté par l'Église à partir de la vision du monde d'Aristote. Sauf que quand on pratique l'astronomie, très vite, on est coincé. Ça ne marche pas très bien. Heureusement, le Polonais Copernic arrive et comprend qu'il y a d'autres planètes que la Terre et que ces planètes tournent autour du Soleil. Il théorise le système héliocentrique qui, tout de suite, fonctionne beaucoup mieux. Mais pour le prouver, il faut attendre Galilée, en 1609, qui, avec sa lunette astronomique, scrute les étoiles, le ciel, et fait les découvertes les plus capitales pour la science. Alors ces découvertes, quelles sont-elles? C'est bien aussi de les rappeler rapidement. Il observe les cratères sur la Lune, les anneaux de Saturne, les satellites de Jupiter, les taches sombres sur le Soleil. Plus il y a de taches sombres sur le Soleil, plus l'activité est forte. Mais surtout, c'est peut-être l'observation la plus importante, c'est l'observation qu'il fait de Vénus. Il comprend que Vénus a des phases comme la Lune et que donc elle tourne bien autour du Soleil. C'est le point de départ de ces démêlés avec la justice, l'Inquisition, les jésuites, jusqu'en 1633, date à laquelle il est obligé de renier ses observations. Mais donc, entre 1605 et 1633, son ami de Peiresc, que fait-il? C'est un ardent défenseur de Galilée. C'est un savant très détaché de la religion. C'est assez rare à l'époque pour le mentionner.
Et donc il va s'employer à faire vivre et à diffuser la vision de Galilée. Comment il le fait? Eh bien, il reproduit les observations de Galilée en France, à Aix-en-Provence. Il fixe un observatoire en haut de la montagne Sainte-Victoire et il refait les mêmes observations, mais pas que. Il va faire aussi ses propres recherches et ça va aboutir à une des observations les plus magnifiques, qui est l'observation de la nébuleuse d'Orion. Donc vous avez le manuscrit sur ce PowerPoint, mais surtout ici. Donc vraiment, allez voir ce document, il est exceptionnel. Pérez, qui est le premier astronome à l'observer, cette nébuleuse, c'est aussi le premier à utiliser ce mot nébuleuse, parce qu'en fait, il se rend compte que c'est pas qu'un amas d'étoiles comme la religion la décrit, que c'est quelque chose de plus vaporeux. Je vous montre Orion, plus vaporeux, nuageux, et il comprend que les étoiles ne sont pas des éléments fixes, éternels, immuables, comme le dogme religieux le pense, et qu'il y a d'autres formes dans le ciel que la religion ne sait pas expliquer. Aujourd'hui, on sait que les nébuleuses sont des mélanges de gaz et de poussière, et ce sont des régions où naissent les étoiles. Et les astronomes parlent de pouponnières d'étoiles. Donc évidemment, on ne peut pas résumer la vie, l'œuvre de Pérez uniquement à cette observation, mais je pense que c'est une des plus émouvantes pour comprendre cette vie de curiosité, de recherche. Et en parlant de curiosité, je suis tombée sur cette phrase dans une de ses lettres qui, je pense, est la meilleure manière de conclure cette brève conférence. Le principal but de toutes mes recherches ne tend qu'à aider le public ou à en faire part à ceux qui en peuvent être curieux et qui en peuvent mieux faire leur profit que moi. Et je pense que c'est un témoignage parfait qui illustre ce lieu. Et vraiment, vous avez de la chance de pouvoir aller voir ce document. Merci beaucoup. Ah si, je voulais juste dire, en ce moment, c'est les derniers jours. Orion, c'est la nébuleuse la plus brillante à l'œil nu. Vous pouvez la voir avec de simples jumelles. Et c'est les derniers instants de l'année, parce que c'est une constellation d'hiver, elle est en train de disparaître à l'ouest. Après, il faudra attendre l'automne. Et fin avril, c'est le moment. Donc ce soir, vous savez quoi faire. Comment Nicolas Pérez a évité d'avoir des ennuis avec les religieux? Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai, parce qu'en plus, il dit les personnes de l'Inquisition sont des bêtes indignes de l'humanité. Donc il n'avait pas peur, ou en tout cas, faut croire qu'il était tellement reconnu comme savant. Il avait aussi une collection personnelle de manuscrits, un cabinet de curiosité qui était connu dans l'Europe entière. Est-ce que ça fait que c'était un personnage qui était un peu protégé? Je ne sais pas ce qu'il a protégé lui. Peut-être qu'il était plus discret. Peut-être qu'il... Bon, je ne peux pas vous répondre plus. Comment le fonds Péresque a rejoint l'Inguimbertine? Aucune idée. Ben non, mais je sais pas, je travaille pas au musée. Ça, faut demander au musée, ils le sauront. Hein. En fait, oui, c'est Monseigneur d'Inguimbert qui a acheté en 1745, donc 1746, à la fois la correspondance de Péresque, puisqu'il écrivait à ça, il avait un réseau de 500 savants tout autour de la Méditerranée et l'Europe, et également ses registres d'études, donc 116 registres. Voilà. Et peut-être une des raisons pour lesquelles, je ne sais pas, il a été protégé, il n'a jamais publié. C'est vrai que tous ces objets, il avait des monnaies, des animaux empaillés, des céramiques antiques. À sa mort, tout a été dilapidé. Donc on ne sait pas où sont ces objets. Donc voilà, il reste ces manuscrits qui sont vraiment exceptionnels. C'est des documents, moi je les connaissais parce que quand on prépare les concours CAPES, agrégation, on a des examens sur ces manuscrits. Donc c'est super, vous les ayez ici.